Au sommaire de cette édition, la dépouille de l'opposant historique Étienne Tshisekedi devrait être transportée le 11 mars en République démocratique du Congo. Alors que les autorités intérimaires de Tombouctou doivent officiellement prendre du service ce lundi, une centaine de véhicules lourdement armés ont encerclé la ville. Et puis en Afrique de l'Est, la crise alimentaire progresse dangereusement. Au total, 12 millions de personnes sont concernées par cette crise. La République démocratique du Congo s'apprête à accueillir la dépouille de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Décédé le 1er février à Bruxelles, son corps devrait être transporté au Bercail le 11 mars. Les tergiversations auront duré un mois. L'UDPS et le Rassemblement de l'opposition invitent les autorités congolaises à arrêter les travaux du site aménagé pour recevoir la dépouille dans le cimetière désaffecté de Gombe à Kinshasa jusqu'à la mise en place du nouveau gouvernement prévu par l'accord de cogestion. Mais la famille a décidé. Il faut, avec les autorités de la place, trouver un modus vivendi. Et celui-ci, c'est simplement d'obtenir une autorisation pour enterrer notre leader au siège même du parti, en attendant des jours meilleurs, je veux dire, où on pourra lui ériger un mausolée digne de lui, digne de sa carrière politique. Mais alors que l'UDPS a pris acte de la décision de la famille de rapatrier Tshisekedi le 11 mars, de jeunes militants expriment un certain mécontentement. Les manifestants ont demandé à Félix Tshisekedi, le fils du vieil opposant, d'annuler ce programme de rapatriement de la dépouille avant la conclusion de l'accord politique menaçant de perturber les funérailles. Ils estiment que le rapatriement de la dépouille n'est pas une urgence. En effet, le décès d'Étienne Tshisekedi et les tergiversations ont bloqué l'application de l'accord de cogestion conclu le 31 décembre sous l'égide de l'épiscopat de la RDC entre le pouvoir et l'opposition. L'installation des autorités intérimaires dans le nord du Mali continue de rencontrer des difficultés. C'est le cas à Tombouctou où elles sont censées s'installer ce lundi 6 mars. Mais certains groupes armés s'opposent toujours à ces autorités qui doivent restaurer l'État dans le nord du pays. C'est le cas d'une partie du CJA, le Congrès pour la justice, dans l'Azawad. Ce dimanche, la tension est encore montée d'un cran après une manifestation en faveur de ce groupe armé. Des tirs ont éclaté et sans que l'on ne puisse en déterminer l'origine. Les groupes du CJA positionnés autour de la ville ont tenté de pénétrer plus en avant d'être stoppés par la force française Barkhane et les casques bleus. Une réunion de crise sécuritaire a été convoquée dans la foulée dans la cité des 333 saints et elle s'est prolongée tard dans la soirée. Des négociations sont en cours entre le gouvernement et la branche contestataire du CJA. Pour rappel, la délégation officielle doit installer les autorités intérimaires après des investitures réussies à Kidal, Gao et Menaka. L'État de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria, aura eu quelques années de répit. Mais les violences entre nomades et agriculteurs sur fond de tensions ethniques et religieuses ressurgissent, faisant des centaines de morts ces derniers mois. La semaine dernière, au moins 20 personnes ont été tuées et autant de maisons détruites, alors que des éleveurs nomades ont envahi 5 villages d'agriculteurs. Les tensions souvent meurtrières entre les deux communautés ne sont pas nouvelles. Elles datent d'une trentaine d'années. Le Nigeria est découpé dans une symétrie quasi parfaite entre un sud chrétien et un nord musulman. Au centre, les communautés se rencontrent et les tensions s'enveniment sur fond de surpopulation, de pauvreté et d'accès aux terres arables. La tension est récemment montée d'un cran lorsque les Peuls, groupe nomade sahélien, Haussaphone, aussi appelés Foulali, ont pris les armes pour venger le meurtre d'un de leurs chefs. Les représentants locaux de l'Église catholique affirment que les violences ont déjà fait 800 morts parmi les chrétiens et 27 000 déplacés. Ces églises auraient été brûlées et 1500 maisons détruites.
Les forces de sécurité nigérianes ainsi que l'Agence nationale de gestion des urgences ont démenti ce chiffre, mais avancent toutefois le nombre de 200 victimes. Une visite en 4 escales distinctes. Le nord du Cameroun, N'Djamena au Tchad, Niamey au Niger, puis Abuja au Nigeria. En mission dans ces pays, la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, conduite par le Royaume-Uni, la France et le Sénégal, a tenu à attirer l'attention sur la crise humanitaire sans précédent qui menace cette région du lac Tchad, abritant des centaines de milliers de réfugiés ayant fui les djihadistes de Boko Haram. La région du lac Tchad n'avait pas eu, au cours de l'histoire récente, l'attention qu'elle méritait. Et nous voulions, avec mes collègues et amis, réparer cette erreur qui était une injustice en faisant venir pour la première fois le Conseil de sécurité dans son ensemble, visiter les pays de la région et visiter notamment le Niger. Au Niger, c'est le chef du gouvernement, Mahamadou Issoufou en personne, qui a reçu la délégation. Pénurie de nourriture, conditions de vie précaires, il est désormais question d'œuvrer en synergie d'action pour le mieux-être de ces déplacés de plus en plus désemparés. Nous avons essayé de mettre la lumière sur la crise oubliée du bassin du lac Tchad. Deuxièmement, nous allons encourager la communauté internationale menée par les Nations Unies de mieux répondre à ces crises. Et troisièmement, nous essayons d'encourager les gouvernements de la région de renforcer leurs efforts pour mieux protéger les peuples. Pour y parvenir, les Nations Unies cherchent à mobiliser pour la région du lac Tchad au titre de l'année en cours 1,5 milliard de dollars, dont près de la moitié pour le nord-est du Nigeria, où 5,1 millions de personnes manquent de nourriture. Mais déjà, 14 pays ont promis un apport financier de 672 millions de dollars. En Centrafrique, malgré le départ du chef de l'UPC, la ville de Bambari est toujours menacée par l'avancée de la coalition du FPRC de Nourdine Adam. Ces derniers jours, le ton est encore monté par voie de communiqué interposé. Pour éviter l'embrasement général, les casques bleus multiplient les interventions. Ainsi, dans son dernier communiqué, la MINUSCA cible sans ambiguïté le FPRC accusé d'avoir proféré des menaces contre son personnel et les acteurs humanitaires notamment. La MINUSCA, qui souhaite éviter à tout prix des combats à Bambari, a obtenu le départ d'Ali Daras, le chef militaire de l'UPC, ainsi que celui du chef local des Anti-Balaka, Gaëtan Boadé. Depuis début février, des affrontements meurtriers opposent FPRC-MPC et l'UPC, deux factions issues de l'éclatement de la coalition Seleka. Après leur libération obtenue au terme de négociations chapeautées par l'Ouganda, 127 prisonniers de guerre soudanais qui avaient été capturés dans les États du Nil bleu et du Kordofan sud par la branche nord du mouvement populaire de libération du Soudan rentrent chez eux. Je veux me reposer. Ça suffit. J'ai servi l'armée pendant 25 ans, l'armée soudanaise. Je veux me reposer. Je ne ressens pas de haine à toutes les organisations humanitaires. Mettez fin aux guerres en Afrique. La guerre est une mauvaise chose. On n'en tire rien de bénéfique. L'armée soudanaise a, elle, salué ce dimanche la libération de ses prisonniers, parmi lesquels figurent 100 militaires et 18 civils. Sur le plan bilatéral, cette opération a ouvert la voie à une coopération plus étroite entre le Soudan et l'Ouganda au niveau national et régional. Les États du Kordofan sud et du Nil bleu sont, comme celui du Darfour, en proie depuis 2011 à des conflits entre le gouvernement et des rebelles qui s'estiment politiquement et économiquement marginalisés. Depuis juin, Khartoum avait unilatéralement prolongé de 6 mois en janvier un cessez-le-feu en vigueur dans ces 3 régions.
Des menaces d'une grave crise alimentaire pèsent sur l'Afrique de l'Est. 12 millions de personnes sont concernées par cette crise qui sévit principalement dans 6 pays, la Somalie, le Soudan du Sud, l'Éthiopie, l'Ouganda, Djibouti, le Kenya et dans une moindre mesure la Tanzanie. Les facteurs climatiques sont cités comme principale cause par les organisations non gouvernementales. La sécheresse s'abat sur la corne de l'Afrique et ce pour la 3e année consécutive. Or, dans cette région, les habitants sont pour la plupart des éleveurs et des cultivateurs. Pour le secrétaire général de l'ONU, c'est une tragédie et pour éviter qu'elle devienne une catastrophe, il faut mobiliser 4,4 milliards de dollars. Parmi les pays touchés par la famine, la situation est encore plus amplifiée en Somalie et au Soudan du Sud, du fait des conflits. La Somalie, où se situe l'épicentre de la sécheresse, est sous l'emprise du groupe terroriste islamiste Al-Shabaab, proche d'Al-Qaïda. Des milliers de Somaliens quittent donc le nord-ouest du pays pour se réfugier en Éthiopie voisine, frappée elle aussi par la crise. Plusieurs ONG, comme le Comité international de la Croix-Rouge, ont déjà commencé à distribuer de la nourriture. Il faut agir vite, prévient le chef de la délégation du CICR en Somalie, pour éviter la répétition de la famine de 2011 qui avait tué 260 000 personnes. Le processus de désarmement des FARC en cours, la guerriera Manuela Cañavera continue pour l'instant à animer dans une radio des FARC dans les montagnes de Colombie. Avec la paix toute neuve, cette guerriera ne rêve pourtant pas de troquer fusil contre micro, mais plutôt de reprendre ses études. Pour elle, comme pour bien d'autres femmes des FARC, l'accord de paix est l'occasion de retourner à la vie civile, mais aussi de poursuivre ses rêves. Pour moi, comme femme, membre du collectif Fariano, c'est le moment de lutter et de me rapprocher des Colombiens pour défendre l'accord de paix qui a été conclu à la Havane. Je veux continuer mes études et passer mon bac, étudier la philosophie, la communication ou la pédagogie. J'ai plein d'envie. Quand les 7000 combattants des FARC, dont environ 40% de femmes, auront lâché leurs armes fin mai, Manuela compte, elle, reprendre sa vie en main, surtout là où elle l'a laissée.